Madame, Monsieur, bonjour. Secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, Boris Vallaud a été élu député des Landes il y a un an. Membre du groupe Nouvelle Gauche, porte-parole national du Parti socialiste, Boris Vallaud, héritier d'Henri Malhuilly, est considéré par certains comme l'étoile montante du Parti socialiste. Boris Vallaud est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, l'actualité économique est forte dans notre région cette semaine. Vous regardez l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Ford de Blanquefort menacé par un plan social. Quelle est votre première réaction? L'écœurement. L'écœurement et la colère. Évidemment, pas la même colère que les salariés qui ont reçu cette annonce en pleine figure. Et d'autant plus en colère qu'il y a quelques années, lorsque je travaillais avec Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, j'avais eu l'occasion déjà de recevoir les salariés, les élus locaux, inquiets du comportement de Ford. Et là, le comportement de Ford est inqualifiable, d'autant que le gouvernement a l'air d'être sur la piste d'un repreneur sérieux. Si c'est celui auquel je pense, il opère déjà en France, il a un savoir-faire industriel, et l'usine de Blanquefort, c'est un équipement industriel de qualité, et c'est des salariés formés, compétents et Donc motivés. il y a quelque chose d'inexplicable. Quelle est la raison en fait qui apparaît, qui transpire derrière tout ça, selon vous? Écoutez, moi je pense qu'il y a des stratégies actionnariales qui priment sur des stratégies industrielles. Voilà. Mais sur le plan de la compétitivité, l'usine de Blanquefort est une bonne usine, avec un bel appareil industriel et surtout avec des salariés qui ont un vrai savoir-faire. Quand on parle d'une piste d'un repreneur, on parlait du belge Punch Metal, on est bien d'accord? Oui, qui opère à Strasbourg, dans une usine qu'il a reprise il y a quelques années. Et c'est un industriel sérieux. Et il est du devoir, et là le gouvernement ne doit rien lâcher, de Ford d'autoriser cette reprise dans les meilleures conditions. Quelles sont les capacités ou le pouvoir en fait du ministère de l'économie notamment et des collectivités locales de peser sur la décision et de tordre le bras, si vous me permettez l'expression, de Ford? D'abord l'application de la loi. La loi Florange, elle impose à celui qui veut se retirer de chercher un repreneur. Donc que Ford commence par appliquer la loi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une responsabilité économique, sociale, morale de Ford vis-à-vis de ses salariés qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que Ford, cette usine et la marque vivent. Et donc, il est du devoir de Ford, et le gouvernement le doit le dire avec fermeté, qu'il assume l'entièreté de ses responsabilités et qu'il donne un avenir à ce site, y compris à travers un projet de reprise. Et puisque l'on parle des entreprises en difficulté dans la région, et plus qu'en difficulté, puisque cette semaine nous avons pris l'acquisition judiciaire de l'entreprise Métal Temple donc à Fumel, là aussi vous avez suivi ce dossier lorsque vous travaillez au ministère de l'économie. Ce sont des mauvais signes pour la région, ces entreprises en difficulté ou éventuellement qui ferment? Ce sont toujours des mauvais signes, des entreprises qui ferment. Il y a aussi des entreprises qui se créent. Et la Nouvelle-Aquitaine, de ce point de vue-là, est dynamique et il faut s'en réjouir. Mais dans chacune de ces situations-là, il faut bien se préoccuper de la qualité de l'outil industriel, de la constance de l'investissement. Parce que quand on n'investit pas pendant des années, eh bien, au bout d'un moment, ça va mal. Il faut aussi se poser la question des donneurs d'ordre, notamment des constructeurs automobiles, qui ont souvent des responsabilités vis-à-vis de leurs sous-traitants et qui doivent les accompagner dans les cycles économiques. Donc c'est des signes qui sont préoccupants. Il faut chercher là aussi des repreneurs, demander aux clients d'accompagner cette reprise-là pour que ces sites industriels et l'industrie puissent continuer de vivre et de se développer en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous l'avez côtoyé dans différentes circonstances d'ailleurs. Emmanuel Macron est à l'Élysée depuis un peu plus d'un an. Quel est selon vous le bilan que l'on peut dresser aujourd'hui? Quels seraient les points positifs et négatifs que vous pourriez éventuellement dresser aujourd'hui? Écoutez, je suis comme tout le monde. Je suis face à un homme politique qui ne ménage pas visiblement ses efforts. Mais la réforme devient un objet politique en soi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces réformes conduisent le pays dans le bon sens? Et je regarde où on en est, je me dis, est-ce que ce gouvernement n'est pas en échec? Je regarde la politique internationale. On avait été, y compris moi, fier d'un président de la République, jeune, dynamique sur la scène internationale. Au fond, jusqu'à cet épisode un peu grotesque avec Trump. Qu'a-t-il obtenu sur la scène internationale auprès de l'ami américain? Pas grand-chose, et on le voit au G7 aujourd'hui. Qu'a-t-il obtenu auprès des partenaires européens? Pas grand-chose. Et quand je regarde un certain nombre des promesses qui ont été faites,
je me dis que de la parole aux actes, il y a un grand pas. Je vous donne quelques exemples pour essayer d'être précis. Il y a eu l'annonce d'une assurance chômage universelle pour tous les indépendants, pour tous les démissionnaires. La réforme ne va compter que 50 000 bénéficiaires. C'est dérisoire. On nous a annoncé un grand plan d'investissement dans les compétences, parce qu'il est en effet important de former les demandeurs d'emploi. On nous a annoncé 15 milliards d'euros, ce sont les mêmes 15 milliards d'euros que les années passées. On nous annonce 1 million de demandeurs d'emploi formés en 5 ans, c'est moins que les 500 000 chômeurs formés en 2016-2017. Je regarde, puisque la nouvelle loi vient d'être débattue à l'Assemblée nationale sur le logement, où en sommes-nous? Eh bien, nous avons une chute des mises en chantier et le secteur du bâtiment, du fait de la déstabilisation notamment du logement social, est dans une situation extrêmement préoccupante. Que voulez-vous dire? Que Emmanuel Macron réussit plus en termes de communication qu'en termes d'action sur le terrain? C'est un habile communicateur. Ça, il n'y a pas de doute. Mais à force de vouloir faire seul, à force de considérer que tout ce qui a été fait depuis 50 ans, au fond, n'est qu'erreur, n'est que lâcheté, n'est que turpitude, eh bien, il s'enferre parfois dans des chemins qui ne sont pas les bons. Alors que les partis politiques à l'Assemblée nationale, et pas que l'opposition, parfois des membres de sa propre majorité le lui disent, les organisations syndicales, les associations qui s'occupent de lutte contre la pauvreté, par exemple, demandent ce débat démocratique vivant, eh bien, on a le sentiment de ne pas être écouté. Et c'est vrai dans la société civile, et c'est sans doute plus vrai encore à l'Assemblée nationale pour ce que j'en observe depuis 1 an. Puisque vous connaissez bien Emmanuel Macron, est-ce que vous avez l'occasion de lui parler, de lui faire passer des messages? Non. Non, je n'en ai pas l'occasion. J'ai un terrain d'expression et de travail qui est l'Assemblée. Et j'ai été élu par un certain nombre de Landais pour faire... Vous avez travaillé avec lui lorsque vous étiez à l'Élysée, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, et qu'Emmanuel Macron travaillait également avec François Hollande. Oui, en effet. Et il était ministre, mais moi je n'étais que conseiller à l'époque. Et je ne me suis jamais trompé sur à qui les responsabilités revenaient et la décision revenait. Donc je suis dans mon rôle aujourd'hui d'opposition. À chaque fois d'opposition, j'allais dire utile, nous avons la possibilité de déposer des amendements. Nous le faisons pour essayer de réorienter un certain nombre de projets. La vérité, c'est que peu de nos amendements sont adoptés. Nous faisons des contre-propositions, des contre-projets sur le logement que nous en avons formulé. Mais je dois avouer que l'attitude n'est pas très constructive. On avait eu dans cette campagne la promesse de prendre en compte, en considération les meilleures idées de la gauche et de la droite. Et j'ai le sentiment de peu d'écoute. Emmanuel Macron a lancé différentes réformes, on vient de l'évoquer, notamment le chantier de réforme de la SNCF. Est-ce que c'est un chantier que vous comprenez? Est-ce que vous êtes même en phase sur certains points? Et comment doit se terminer ce chantier, ce dossier qui dure, puisque le mouvement est engagé, le mouvement Le Bras de Fer est engagé depuis le mois d'avril? Je crois que chacun, y compris les cheminots, sont préoccupés par la SNCF, par l'avenir du ferroviaire, par la santé économique de l'entreprise SNCF. Et donc nous, dès le début des réflexions du gouvernement, il y a eu des assises de la mobilité, nous avons trouvé que la démarche était intéressante. Il devait y avoir une loi d'orientation sur les mobilités. On trouvait que là aussi c'était une idée intéressante. Cette loi n'est jamais arrivée, et est arrivée au Parlement une réforme non concertée de la SNCF. Néanmoins, dès le début, nous avons dit qu'il y a 2 sujets majeurs. La dette de la SNCF et l'investissement dans les infrastructures, et notamment l'avenir de ces 9000 kilomètres de voies, qui concernent au premier chef les territoires ruraux de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Pourquoi est-ce que ces chantiers n'ont jamais été engagés précédemment par les anciens présidents de la République? Ils ont été engagés, détrompez-vous, ça, si vous vous plongez dans ce qui a été fait après la négociation du 4e paquet ferroviaire, il y a des réformes qui ont été entreprises, il y a une réforme notamment du dialogue social pour aller à la convention, des négociations entre les syndicats et les partenaires sociaux, pour aller à des conventions collectives, pour que l'organisation de l'entreprise évolue. Il y avait eu également un travail fait sur l'investissement, avec 46 milliards d'investissements sur les infrastructures et la sécurité engagés et signés avec entre l'État et la SNCF pour ces 10 prochaines années. Donc le travail était engagé. Ce que nous avons contesté, c'est 2 choses, qui étaient des partis pris totalement politiques de la part du gouvernement. C'est que la situation de la SNCF, et notamment sa dette, soit liée au statut du cheminot, d'une part, et au statut de l'entreprise, d'autre part. En réalité, ni l'un ni l'autre ne sont responsables d'une situation que l'État lui-même, depuis longtemps,
en choisissant le TGV, et c'est une bonne chose, à créer. Et donc, il n'y avait pas de raison de s'engager sur ce terrain de discussion. Sur le statut de l'entreprise, qui me paraît être un point important à la veille de privatisation, d'ADP, de la Française des Jeux, d'Air France. Nous avons dit transformer la société SNCF, l'entreprise SNCF en société anonyme, c'est la mettre dans l'antichambre de la privatisation, de la rendre privatisable. Et le gouvernement peut bien inscrire dans la loi, alors qu'il avait refusé en première lecture, le caractère incessible des actions de la SNCF. La réalité, c'est que c'est également le cas pour ADP, mais qu'il s'apprête à refaire une loi pour privatiser ADP. Comment sortir de ce conflit? Et pour terminer sur ce chapitre-là, c'est aux partenaires sociaux d'en décider. Je crois qu'il y a un certain nombre de points qui doivent être encore discutés. Il y a des annonces qui ont été faites sur la reprise de la dette. C'est une bonne nouvelle, mais vous savez que dans les perspectives budgétaires que le gouvernement a envoyées à Bruxelles, il n'y a pas une trace de la reprise de la dette. Donc, le gouvernement doit nous dire dans quelles conditions il reprend la dette et comment il finance cette reprise de la dette. Il y a la question du sac à dos social, qui est important, de la qualité de la convention collective, puisque le statut des cheminots va être arrêté, puisque le gouvernement l'a décidé. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre de discussions qui sont encore en cours, mais c'est aux partenaires sociaux, aux syndicats de la SNCF, de le décider. On parle de la SNCF, on parle de la LGV. Je m'adresse là aux députés des Landes. Vous êtes favorable à l'arrivée de la LGV jusqu'à Dax et au-delà? Oui, je vais vous dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un engagement européen. Nos amis espagnols seront dans peu de temps, dans 2 ans, à la frontière espagnole. Ils auront fait leur part du chemin. Le TGV arrive... C'est ce que dit Alain Rousset également depuis longtemps, mais Emmanuel Macron laisse entendre qu'il n'y aura plus ce type de grand chantier parce qu'on n'a pas les moyens dans notre pays pour les financer. Il dit aussi qu'il tient aux engagements européens de la France, et bien que la France tienne celui-là. Il dit qu'il est intéressé par la question des transports du quotidien. Si on ne fait pas la LGV, on ne libère pas de sillon, on ne pourra faire ni la ligne régionale en plus, ni fret. Le président de la République se préoccupe de la transition écologique. Vous savez qu'il y a autant de particules entre Bordeaux et Hendaye qu'il y en a dans la région Île-de-France. C'est pour ça qu'il y a aussi besoin de cette LGV. Et pour vous dire la vérité, je suis un peu inquiet des intentions du gouvernement qui me paraissent être de reporter sine die cette question de la LGV, donc de l'achèvement d'une grande infrastructure européenne qui va du nord au sud de l'Europe. Vous êtes inquiet parce que vous pensez que vous allez avoir du mal, vous et Alain Rousset par exemple, mais pas que Alain Rousset, vous faire entendre, Madame Dariussec, la maire de Mont-de-Marsan, absolument, vous faire entendre pour développer cette ligne. Vous pensez que c'est un calendrier qui va être retardé, repoussé? Nous avons été reçus, les élus landais, tous bords confondus, par la ministre en charge des Transports, et qui n'a pas donné de réponse véritablement rassurante. Donc on s'attend à un report sine die et avec une forme de promesse qui est, si on trouve des modalités de financement alternatives, peut-être que ça pourrait être avant. On a évoqué la date anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous avez fait votre entrée dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale il y a 1 an, à peu près 1 an. Avez-vous trouvé vos marques tout d'abord? Je dois vous dire que c'est une grande découverte quand même. J'avais une connaissance, j'allais dire livresque, théorique, de l'Assemblée nationale, ou une connaissance du côté de l'exécutif. Et j'avais, vous savez, selon la formule consacrée, souvent entendu dire que c'était une chambre d'enregistrement. Et je n'avais pas mesuré à quel point. Alors je ne fais pas le procès de cette majorité-là, qui est sans doute parfois peu prompte à la contradiction avec l'exécutif. Je crois que c'est vrai de la pratique de la Ve République. Donc quand vous me posez la question de ma place, j'ai un sentiment que c'est un petit parlement dans une grande démocratie. Et que c'est un problème. Et qu'au fond, c'est même le problème central, la question centrale qui doit animer la réforme institutionnelle future, qui est annoncée par le président de la République. Et des annonces qui ont été faites, j'ai plutôt le sentiment qu'on va conforter la pratique très présidentialiste de la Ve République, plutôt que de conforter ce qu'est l'exigence d'une démocratie vivante, c'est-à-dire un Parlement fort, avec des moyens, avec de l'expertise autonome, indépendante de Bercy, par exemple, avec un nombre de parlementaires qui lui permettent d'assumer la charge de travail, et puis des prérogatives propres, en particulier des droits supplémentaires pour les oppositions, quelles qu'elles soient. Et concernant particulièrement le groupe Nouvelle Gauche, vous êtes 31 députés. 30. 30. C'est difficile, encore plus difficile de peser dans l'hémicycle. Oui, parce qu'à 30, si vous voulez, d'abord, avec le rythme de travail qui est imposé aux parlementaires, on est obligé de se diviser. Donc on a des tours de garde, c'est presque comme aux urgences. Et donc on siège à tour de rôle, soit dans l'hémicycle, soit en commission. Et d'ailleurs,
cet égard, ça me permet de dire à ceux qui parfois s'émeuvent, et j'en suis, d'hémicycle vide, que quand on n'est pas dans l'hémicycle, on est bien souvent en audition, en commission. La semaine prochaine, je serai moi dans l'hémicycle sur la loi sur la formation professionnelle, mais dans le même temps, je suis censé siéger dans une commission spéciale sur une loi sur la société de confiance. Alors on entend beaucoup dire que les députés n'ont jamais autant travaillé qu'en ce moment. D'ailleurs, certains s'en plaignent. Vous savez, le sujet, c'est pas la charge de travail. Je veux dire, on est là pour bosser. Je veux dire, les gens ne nous demandent pas... Est-ce que c'est un travail efficace? Le président de l'Assemblée nationale, cette semaine, s'est plaint de la multitude d'amendements qui tombent et qui, en fait, retardent les travaux. Oui, mais vous savez, on attend du président de l'Assemblée nationale qu'il défende un peu son institution. Et je n'ai pas le sentiment qu'il le fasse beaucoup. Moi, je vais vous dire la réalité des choses. Le problème, ce n'est pas la charge de travail. C'est la qualité du travail des parlementaires. Quand on a autant de lois, qu'on a aussi peu de moyens, aussi peu d'expertise indépendante, quand on passe d'un sujet qui est le logement, puis la santé, puis la formation professionnelle, puis l'agriculture, on a besoin de travailler sérieusement. Le fait-on? Non. Est-ce la responsabilité d'une prétendue obstruction parlementaire? Je le dément, parce que... C'est quoi, la qualité du travail des députés, de certains députés que vous mettez en cause? Non, c'est le temps qu'on a pour faire un travail sérieux. C'est le temps que nous avons pour faire un travail sérieux. Trop de lois qui arrivent trop vite. Oui, et des moyens suffisants pour travailler correctement. Et s'agissant des amendements, parce que je l'entends et je vois bien le sous-jacent, il y a de l'obstruction parlementaire, on dépose trop d'amendements. Et donc la réforme institutionnelle prévoit d'encadrer pour partie le droit d'amendement. Mais sur la loi sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage, que je connais bien, puisque je suis responsable avec d'autres de cette loi dans mon groupe parlementaire, nous avons déposé 145 amendements. Le groupe La République En Marche, la majorité, en a déposé 370. Je ne sais pas qui fait de l'obstruction parlementaire. On essaie juste de faire valoir un certain nombre de réserves, d'options différentes, pour que ce texte, parce que la préoccupation de la formation professionnelle est une préoccupation partagée, eh bien, puisse être entendu. Boris Vallaud, vous travaillez beaucoup à l'Assemblée nationale, vous venez de nous l'expliquer, vous avez beaucoup d'autres missions, et notamment, vous êtes aujourd'hui le porte-parole national du Parti socialiste. Dans quel état est le Parti socialiste aujourd'hui? Écoutez, on est dans un état de reconstruction. J'allais dire, c'est work in progress. On est en chantier. Le congrès du Parti socialiste, qui a désigné Olivier Faure comme premier secrétaire, a eu lieu il y a 1 mois et demi. Dans des circonstances qui sont assez singulières, où nos difficultés font que nous sommes obligés de changer de siège. Et c'est dramatique, et je pense à eux. Solferino, donc. Et je pense à eux, voilà. Il y a beaucoup de collaborateurs, d'anciens collaborateurs du Parti socialiste, qui ont dû être licenciés, parce qu'il y a eu un plan de licenciement, parce qu'il n'y a plus les moyens de les payer. Maintenant, aujourd'hui, on travaille. Hier, il y a eu un conseil national du Parti socialiste. On a lancé des chantiers. Ça y est, on est au travail. Le premier des chantiers que nous lançons, avec une consultation en ligne dans les jours qui viennent, c'est sur le chantier Europe. J'ai, avec d'autres, avec Emmanuel Morel, avec Marietta Caramanli, avec Christine Revaud-Dallon, la charge. Demander aux militants, aux sympathisants, leur avis sur l'Europe. Et nous avons tout un calendrier qui va nous mener jusqu'au mois d'octobre, la fin du mois d'octobre, où nous présenterons nos projets, après avoir fait beaucoup de consultations, après avoir travaillé avec nos partenaires européens, parce que nous ne sommes pas seuls, après avoir procédé à des consultations, avec 3 préoccupations. C'est les 3 axes de cette consultation. Nous voulons une Europe par les Européens, parce que la défiance des citoyens est liée à une forme de crise démocratique de l'Union européenne. Nous voulons une Europe pour les citoyens, c'est-à-dire pas quelque chose de désincarné, que les Européens, concrètement, puissent savoir à quoi l'Europe leur est utile au quotidien et qu'ils ne nourrissent pas le sentiment que l'Europe se fait contre eux. Et puis une Europe forte et indépendante, et qu'il faille avoir ses intérêts sur la scène économique mondiale. Vous parlez de l'Europe, évidemment, on pense aux élections européennes qui auront lieu en mai 2019. Qui pour porter justement ces idées au Parti socialiste? Le projet d'abord, c'est ce que nous mettons en chantier. Et puis le moment venu, la question des candidatures se posera naturellement. Mais vous voyez, nous ne voulons pas détourner l'attention qui doit se porter sur le fond du débat par une désignation anticipée. Vous êtes porte-parole, je l'ai dit, du Parti socialiste aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile à ce stade de porter des idées? Est-ce que tout simplement le Parti socialiste a encore des idées à l'heure actuelle? Alors je vais vous dire, on en a beaucoup. Il y a des fois, je me demande si c'est nous qui sommes inaudibles ou si parfois ce sont les journalistes qui, sont un peu sourds. Les journalistes, probablement, qui sont un peu sourds. Bon, mais pas que. Je vais vous donner juste quelques exemples. Il y a 13 départements qui, je crois, il y a 3 jours, ont présenté ici, en Gironde... À l'initiative du président du conseil départemental de Gironde, Jean-Luc Glaise, qui défend en effet un revenu universel. Voilà. Eh bien, ça, c'est une initiative des socialistes, parce que ce sont 13 départements socialistes, qui se posent la question de savoir s'il ne peut pas y avoir un revenu de base
dégressifs avec les autres revenus, qui permettent de lutter contre la grande pauvreté, qui permettent de lutter contre le non-recours, parce que beaucoup de gens qui peuvent y prétendre renoncent au RSA. Alors ça, c'est très important, de démontrer qu'en fait, certaines personnes ont droit à des aides et ne les sollicitent pas. Bien sûr. Vous avez un nombre considérable de gens qui ne demandent pas le RSA, qui ne demandent pas les minima sociaux. Et c'est une vraie difficulté qui s'enfonce parfois dans la grande pauvreté. Donc voilà une idée. C'est un test. Est-ce que l'État aura la capacité de financer éventuellement cette mesure si elle est développée sur l'ensemble du territoire? Mais vous savez, c'est aussi un peu sur la logique des territoires zéro chômeur. C'est une façon d'utiliser les crédits existants de façon différente. Voilà une idée qui est importante. On essaiera de déposer une loi d'expérimentation à l'Assemblée nationale. On espère que le gouvernement nous suivra. Nous avons également à l'Assemblée déposé 2 projets de loi qui n'ont pas été au bout pour les raisons que l'on sait, puisque nous sommes minoritaires, mais parce que c'est la vie quotidienne des Français, et en particulier en milieu rural, sur la démographie médicale. Donc on fait des propositions qui consistent, au fond, à ne conventionner avec les médecins que quand ils s'installent dans des zones déficitaires ou quand un médecin d'une zone surcapacitaire s'en va. Parce que l'accès aux soins est une vraie difficulté. Moi, j'en suis le témoin quotidien dans les Landes. On a proposé aussi un travail de fond sur l'entreprise, la gouvernance d'entreprise, la place du salarié dans l'entreprise. Comment on n'est pas seulement comme chez Ford, sur des logiques actionnariales, mais aussi sur des logiques industrielles. Comment on a une préférence pour le long terme plutôt que pour le court-termisme des marchés. Comment l'entreprise, dans la mondialisation, devient un acteur du changement pour le meilleur, d'une mondialisation loyale, respectueuse de l'environnement. Eh bien, nous avons fait des propositions de réécriture du Code civil, par exemple, sur ce plan-là. Alors, on parlait de ces idées du Parti socialiste. François Hollande vend un livre, en tous les cas, défend un livre qui se vend très très bien. Vous avez certainement lu d'ailleurs son livre, qui est un bilan, dans son passage à l'Élysée. Est-ce que François Hollande, aujourd'hui, est un caillou dans la chaussure du Parti socialiste? Est-ce qu'il fait de l'ombre? Je ne le vis pas du tout comme ça. Qu'il livre son analyse et son sentiment sur ce qu'a été son quinquennat me paraît plutôt une bonne chose. Sa voix porte parce qu'il était le président de la République, mais une fois que je dis ça, on ne peut pas compter que sur le soutien aérien de l'ancien président de la République. Et c'est à nous, ces nouveaux et jeunes fantassins, sur le terrain, dans l'hémicycle, dans les collectivités locales, au sein du Parti socialiste, eh bien, de travailler, de se bouger, de convaincre, de faire notre propre analyse de ce qu'a été le quinquennat, mais plus largement la situation de la social-démocratie en Europe, parce qu'il ne vous aura pas échappé que vous portiez votre regard outre-Rhin ou au-delà des Alpes, eh bien, nous avons des situations qui sont extrêmement préoccupantes. Ce qui, évidemment, dans ce panorama, rend l'arrivée de Pedro Sanchez au poste de Premier ministre en Espagne, lumineux pour nous. Est-ce que François Hollande et son succès en librairie pourraient lui donner des envies d'un retour éventuellement en politique? Vous l'entendez? C'est quelque chose que vous entendez? Je l'entends essentiellement comme une spéculation mais lui-même médiatique. Peut-être fait circuler cette information. Moi, je ne l'ai pas entendu et en tout cas, il ne m'a pas fait de confidence. Voilà. Alors, d'un point de vue plus local, dans le département des Landes, une initiative qui a été lancée par Henri Emmanuelli et qui est donc la première pierre a été posée concernant un projet, c'est plus qu'un projet, c'est un village Alzheimer. C'est un principe important dans une société qui a peut-être du mal justement à gérer ce genre de situation. Écoutez, d'abord, c'est un projet extraordinaire. En 2 mots, c'est un village, un vrai village, donc sur plus d'une dizaine d'hectares, constitué comme une Bastide landaise, et qui va accueillir 120 malades d'Alzheimer, encadrés par 120 personnels soignants. Un village Alzheimer à la fois clos, évidemment, mais en même temps ouvert sur son environnement. Il y aura une médiathèque, il y aura une supérette, il y aura un restaurant. Il y a plus d'une centaine d'associations impliquées. Et c'est une ouverture en 2020 ? En 2020. Et c'est une nouvelle manière de prendre en charge les malades d'Alzheimer. Vous savez, la maladie, elle est devant nous jusqu'à ce qu'on trouve un traitement, il faut l'espérer. Mais on a 900 000 malades d'Alzheimer aujourd'hui en France, 200 000 cas détectés en plus chaque année. Et donc, il faut qu'on innove. Et Henri Emmanuelli, qui était un homme qui avait l'innovation chevillée au cœur et au corps, a pris l'initiative de ce projet, qui est très suivi. Est-ce que par des chercheurs et par des médecins porté par d'autres départements, d'autres collectivités aujourd'hui? Ça pourra l'être, bien sûr. C'est aussi un projet qui est aidé par la région Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset était là aussi pour la pose de la première pierre, et qui a dit que, sans doute, cette initiative pouvait être semée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi très suivie par les médecins, qui vont en faire l'évaluation pour voir si la qualité de la prise en charge, justement, est au rendez-vous. Mais c'est un très beau projet et
voilà, et dont on est fiers, nous les Landais. Il nous reste 1 minute dans cette émission. Vous êtes député d'un département qui a une identité culturelle forte. Faut-il continuer à défendre et maintenir la tauromachie, par exemple ? Il faut défendre les cultures et les traditions. Vous savez, moi, ce que j'observe, parce que la question, vous auriez pu me la poser sur la chasse, sur d'autres sujets. La chasse à la matole, par exemple. Mais la chasse, vous savez, quand on commence à interroger la chasse, au fond, il n'y a pas de distinction. Ce que je veux dire, c'est que moi, je connais peu de lieux de mixité sociale, peu de lieux où les gens se rencontrent, où les gens fraternisent, où les gens se parlent. Eh bien, ça se fait dans les gradins des arènes, dans les gradins des stades de rugby, dans les salles de basket de Chalosse. Même si, par exemple, en Espagne, on commence à interdire les corridas dans certaines villes. Oui, bien sûr, je l'entends. Mais moi, je ne suis pas certain qu'on rende service à cette espèce de fraternité. Vous savez, je crois que ceux qui sont amateurs de corrida n'imposent à personne de l'être. Voilà. Merci Boris Vallaud. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.